Bonjour à tous, merci de nous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du sommet 2023 Apiculture et Conscience sur la thématique coopérer avec les abeilles. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Orion Vienne qui va nous parler un petit peu d'apiculture. Alors non pas en France, même s'il la connaît très très bien à travers les activités de ses parents. Il va en parler un petit peu davantage dans quelques instants, mais surtout va nous parler de l'apiculture, à la fois de la mélino. Voilà, l'abeille, en fait, l'apiculture avec les abeilles mélipones, qu'il a rencontrées notamment au Mexique, et puis plus récemment, en fait, sur une expérience à Cuba. Donc, l'idée, c'est d'ouvrir aussi nos horizons à travers cet événement un peu plus large que la problématique abeille franco-française, mais de voir aussi qu'est-ce qui se passe aussi dans le monde. Et j'ai eu le plaisir d'interviewer aussi Eric Guérin, qui est spécialiste des abeilles asiatiques. Et voilà, et j'avais plaisir à rencontrer Orion pour nous parler un petit peu de cette apiculture. Donc, merci Orion, bonjour. Et puis, tu es fils d'apiculteur, tu vas nous en dire deux mots, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Et est-ce que tu pourrais résumer pour nos auditrices et auditeurs qui sont là, quel est ton parcours professionnel et qu'est-ce qui t'a amené finalement à rencontrer les abeilles au Mexique et à Cuba? Oui, bonjour Vincent, oui tout à fait. Donc je suis le fils de Patrick et Marie-Renée Vienne d'Apiselect, qui pendant 40 ans ont fait de l'élevage de reines d'abeilles à l'île Dieu. Eh bien écoute, je pense que depuis toute mon enfance, j'ai grandi voilà, dans la nature. Ça m'a donné envie de poursuivre mes études dans le domaine de l'environnement. Donc j'ai fait une licence aux Pays-Bas, où je me suis intéressé un peu plus aux sciences sociales et notamment à l'anthropologie du développement et la géographie. Après cela, j'ai eu une première expérience dans une fondation spécialisée dans des projets de développement et de protection environnementale, ce qui m'a donné envie de poursuivre avec un master à l'université d'Oslo en Norvège, où là, j'ai pu un peu plus explorer les liens entre culture, environnement et développement. Ce master, d'ailleurs, m'a amené à faire une recherche de terrain interdisciplinaire dans la péninsule du Yucatan au Mexique, dont nous aurons l'occasion d'y revenir. Par la suite, donc, j'ai décidé de poursuivre encore mes études avec un master spécialisé à AgroParisTech et HEC, où là, je me suis un peu plus formé à la gestion des écosystèmes tropicaux. Cette formation m'a ouvert un certain nombre de portes, puisqu'à la suite, j'ai rejoint le Fonds français pour l'environnement mondial, le FEFEM. Et donc là, j'ai commencé à suivre des projets concrets de conservation de la biodiversité, de gestion des forêts et d'agriculture durable. Puis, j'ai eu la chance aussi de faire une mission en volontariat civique au sein d'une ONG à Madagascar qui faisait de la reforestation et de la production d'huile essentielle, avant de rejoindre donc l'Agence française de développement à Cuba, où j'étais en charge de projets un peu plus en lien avec la santé, l'agriculture, le changement climatique. Et bon, là, je viens de rentrer voilà, de ces 2 années que j'ai passées à Cuba. D'accord, bah merci pour cette introduction. Et donc, est-ce que tu peux, on va commencer par parler de Cuba et de l'apiculture à Cuba. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de l'origine de l'apiculture à Cuba avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet? Oui, bien sûr. Donc, dans ces 2 années à Cuba, il y a forcément l'apiculture qui est pratiquée à Cuba. Donc, l'apiculture cubaine, elle a débuté dans les années 1760, quand les colons espagnols ont amené les premières ruches. Et il était estimé que l'apiculture à Cuba, au milieu du XXe siècle, permettait l'exportation de plus de 2000 tonnes de cire, ainsi que 20 000 tonnes de miel. Aujourd'hui, l'abeille cubaine est principalement constituée d'un mélange d'abeilles noires européennes, Apis mellifera mellifera, voilà, d'abeilles noires européennes, pardon, avec les abeilles jaunes, Apis mellifera ligustica, qui ont été importées au milieu du XXe siècle, voilà, qui ont été importées des États-Unis. Cependant, la révolution industrielle et plus particulièrement l'industrie sucrière au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle a eu un impact très néfaste sur la richesse végétale du pays, ce qui a forcément impacté l'apiculture, puisque l'exploitation forestière a aussi voilà, un peu décimé certaines forêts, et donc la production de miel avait fortement chuté. Mais au moment de la Révolution, dans les années 1964, le secteur apicole étatique a été créé et a permis de redévelopper cette activité pour atteindre un record en 1983 de 10 000 tonnes qui résultait un peu voilà, d'un développement d'une apiculture à un plus gros rendement, quoi.
avec Ouais. notamment de la transhumance. Puis après, donc, la crise économique des années 90, suite à la chute de l'URSS, a pas mal impacté aussi le pays. Ils ont été notamment touchés par plusieurs ouragans, notamment en 2008. Il y a eu un très gros ouragan qui a pas mal détruit la végétation. Néanmoins, aujourd'hui, on compte environ 1500 apiculteurs pour un total de 220 000 ruches. Et la production en 2021 était quand même de 10 500 tonnes, ce qui a un peu retrouvé des chiffres qui dataient, enfin qui étaient comme ceux d'avant, quoi. Bon, il y a eu bien sûr des grosses productions aussi de propolis avec 16 tonnes, plus de 174 tonnes de cire. Voilà. Et donc, je pense que ces chiffres ont peut-être été dus d'une certaine manière par la crise Covid qui a traversé aussi le pays et qui a rendu toutes les activités agricoles un peu à l'arrêt. Mais bon, les abeilles, elles ont dû profiter de cet arrêt de mouvement, de tourisme. Voilà. Donc peut-être que, c'est une supposition que je mets ici, mais en tout cas, elles étaient peut-être moins perturbées, ce qui a permis de plus produire, peut-être. Et souvent, on parle de Cuba comme étant un Eldorado en fait pour l'apiculture et pour les abeilles. Voilà, est-ce que c'est vraiment vrai cet Eldorado ou est-ce que tu parlais de déforestation, tu parlais là, tu viens d'évoquer des chiffres très importants de production, que ce soit de miel, de propolis, de cire. Et c'est vrai que l'image qu'on a de Cuba avec l'apiculture, c'est souvent un Eldorado. Est-ce que c'est vraiment vrai et si c'est vrai, pourquoi vraiment on a cette image-là? Oui, alors, je ne sais pas si on peut le qualifier vraiment d'Eldorado, mais on peut dire qu'elle se porte mieux que dans d'autres parties du monde. Cela pour diverses raisons. Donc, en effet, il y a eu une crise économique dans les années 90, ce qui a provoqué donc l'effondrement de l'Union soviétique. Et l'Union soviétique, il faut savoir qu'elle fournissait à Cuba des milliers de tonnes de pesticides, fertilisants, herbicides, enfin tout ce qu'on peut imaginer, ainsi que des gros tracteurs, etc. Mais quand tout cet apport a un peu cessé, Cuba, il n'a pas eu d'autre choix que de se réinventer et de développer des alternatives naturelles aux produits chimiques, puisqu'il ne pouvait plus, il ne les recevait plus. Donc bon, déjà, c'est une première chose. Et en parallèle, comme ils n'avaient plus ces liens aussi forts avec l'Union soviétique, ils ont dû aussi développer leur agriculture. Il faut savoir qu'il y a moins de 20% de la population cubaine qui est dans le secteur agricole. Et donc, ils ont un peu essayé de faire de l'agriculture biologique de force, parce qu'ils n'avaient pas d'intrants, ils ne pouvaient pas en importer. Et donc, il y a eu ce développement d'une production alimentaire un peu organique, on va dire. Et les abeilles ont notamment été utilisées dans tout ce qui est la pollinisation des cultures. Et après, en parallèle, parce que Cuba est un cas particulier où depuis 1962, ils sont aussi soumis à l'embargo américain. Donc cet embargo, c'est un embargo fort qui est toujours d'actualité et qui a même été renforcé pendant la présidence de Trump. Donc cet embargo aussi rajoute une complexité à l'importation de beaucoup d'intrants et de produits. Ce qui fait que depuis les années 90, en fait, il n'y a pas d'importation massive d'intrants, on va dire. Il y en a peut-être dans certaines cultures, mais en tout cas, c'est bien précis, quoi. Voilà. Donc ça, je pense que tout cet univers, cette difficulté à créer un peu un environnement propice à l'abeille, qui ne reçoit pas en tout cas de tous ces produits un peu chimiques, quoi. Oui, donc en fait, ce que tu évoques, c'est vraiment une des causes majeures finalement des problématiques abeilles, c'est vraiment l'environnement et la présence de beaucoup de biocides qui sont présents. Et on voit bien que dans un pays comme Cuba, où l'absence de biocides est présent, ça concourt finalement à un meilleur bien-être de l'abeille. Et à Cuba, est-ce qu'il y a des défis particuliers auxquels sont confrontés l'apiculture, les apiculteurs, apicultrices, et puis l'abeille en particulier voilà, est-ce que, en termes de développement durable, par exemple, parce qu'on va parler plus précisément, tu as évoqué le fait que l'apiculture était étatisée. Et donc, en termes de durabilité, comment s'inscrit cette durabilité à la fois dans un environnement qui est peut-être plus sain, et puis en même temps, il y a un État qui est là derrière. Donc, comment s'inscrit cette apiculture dans la durabilité? Oui. Alors, sur les aspects un peu plus développement durable et conservation de la nature en lien avec l'apiculture,
Bon, l'apiculture cubaine, elle fait face à quelques défis quand même, notamment en termes environnementaux et dernièrement aux effets du changement climatique. En effet, les événements extrêmes type ouragan s'accentuent, on le voit, chaque année il y en a de plus en plus et de plus en plus forts. À chaque passage d'un ouragan, ce sont tout un tas de forêts qui disparaissent. Il y a notamment aussi des changements en termes de régime pluviométrique, avec des pluies plus fortes ou des périodes de sécheresse plus fortes, qui affectent la floraison. Et dans certaines zones du parc, on a vu un décalage de 2 mois dans les floraisons. Dernièrement, il y a eu également de nombreux incendies de forêt. En 2022, ce sont plus de 284 incendies qui ont été déclarés, qui ont endommagé plus de 1800 hectares de forêt. Et en 2023, alors avant que je parte justement de Cuba, il y a eu un énorme incendie qui a détruit plus de 3600 hectares. Bon, tout ça est lié au changement climatique qui engendre une diminution du couvert forestier. Il faut savoir que l'apiculture est pratiquée dans tout Cuba, sur les 110 000 kilomètres qui la composent. Et aussi sur les petites îles, parce que Cuba dispose de plein d'îles avec de la mangrove, qui est particulièrement intéressante pour du miel de mangrove. Les apiculteurs font de la transhumance dans toutes ces zones. Mais bon, aujourd'hui, font face aussi à des difficultés techniques de transport, puisque l'importation d'équipements est très compliquée. Donc, les tracteurs ou les camions qui sont utilisés pour l'apiculture sont obsolètes, ou alors il y a des grosses pénuries d'essence qui les empêchent de faire leur activité convenablement. Et puis je dirais même qu'il y a un autre aspect un peu plus économique, puisque à la suite du Covid, il y a eu une forte crise économique. Et voilà. Et alors que l'activité apicole, on va dire, apporte plus de 20 millions d'euros par an au pays, ce qui n'est pas rien, pardon. Mais bon, il semblerait qu'ils ont envie d'encore de plus le développer et que le potentiel n'est pas atteint pour eux. Voilà. D'accord. Et donc, tu parlais justement de l'impact de l'environnement à travers les ouragans, les sécheresses, éventuellement les pluies. Il n'en reste pas moins que la flore est quand même très abondante et en tout cas, Cuba est réputé pour sa flore. Et voilà, en quoi finalement cette flore ou cette abondance de flore et cette absence de pesticides, elle influence vraiment la production de miel et la santé des abeilles, notamment la santé des abeilles. Est-ce que c'est vraiment un critère important? Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de… Comment dire? À Cuba, on a la chance d'avoir une température estivale toute l'année avec un taux d'humidité qui est assez… voilà, qui assure des plantes, des fleurs en permanence. Donc, c'est une certaine richesse d'un côté qui permet aujourd'hui, voilà, de produire environ une cinquantaine de kilos par ruche, ce qui est quand même assez élevé. Et contrairement à ce qu'on peut à d'autres pays, les plantes mellifères cubaines sont avant tout des espèces sauvages, dont plusieurs types de plantes grimpantes qui fleurissent voilà, successivement toute l'année. Et puis il y a aussi tout un tas de plantes mellifères importantes comme les mangroves, des pins, le palmier royal qui est aussi un arbre endémique de Cuba assez impressionnant. Et donc toute cette variété de fleurs assure un pollen voilà, abondant toute l'année. Un avantage, même si aujourd'hui on peut constater des décalages dans les termes de floraison, mais en tout cas ça assure voilà, une production abondante annuellement. Après, on peut revenir aussi sur les effets du changement climatique qui peut influencer les mangroves. Donc voilà, il y a des défis aujourd'hui qui ne font pas encore face, mais qui vont peut-être apparaître avec les dérèglements, quoi. Et est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu des initiatives qui sont prises pour promouvoir cette apiculture durable? Tu évoquais l'État qui était derrière. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de la structuration de cette apiculture et en tout cas qui s'inscrit dans une durabilité, me semble-t-il? Oui, alors en fait, donc à Cuba, l'agriculture est organisée par secteur.
Donc, il y a des groupements qui sont distincts entre la production animale qui dépend d'un groupement, tout ce qui est lié aux céréales à un autre groupement et tout ce qui est lié au secteur forestier à un autre groupement, le groupement agroforestier. Bon, le secteur sucrier est encore à part. Avant, il avait son propre ministère, mais bon, maintenant, il est rattaché à un ministère. Et donc, en fait, Cuba a créé une entreprise nationale qui s'appelle Apicuba, qui est l'entreprise en fait étatique dédiée à l'apiculture et qui, elle, est constituée d'un certain nombre d'unités de production. On va dire, ils ont 14 coopératives de producteurs, 3 usines de collecte de miel dans tout le pays, une usine de conditionnement. Et donc, en fait, cette organisation-là fait qu'ils ont également aussi eu la nécessité de créer leur propre centre de recherche apicole, qui est le CIAPI. Et donc, en fait, le CIAPI a un rôle assez important dans l'apiculture, puisqu'il permet avant tout d'organiser ce secteur, de mener des recherches, de suivre l'évolution aussi de l'apiculture. Voilà. J'en perds mes mots, je ne sais plus. Ouais. C'était tout ce qui était mis en place au niveau de l'État pour assurer la durabilité de l'apiculture. Ah, voilà, un peu en gros, il y a ces doubles, la recherche qui intervient dans le secteur apicole. Ah. Ouais. Ah, tu m'entends? J'ai l'impression qu'il y a eu un bug. Ouais, là c'est bon, je t'entends. Oups. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Donc, on parlait de la durabilité de l'apiculture à Cuba et quelles étaient les mesures prises par l'État pour assurer cette durabilité. D'accord. Oui, pardon, il y a eu un petit souci. Donc, en fait, depuis les années 60, il n'y a eu aucune importation d'abeilles autre que l'abeille qui était présente à Cuba. Il y a eu notamment aussi des zones sanitaires qui ont été mises. Ah, là, je t'entends plus. C'est oui. Bon, là, je t'entends. Ouais, tu parlais des mesures sanitaires qui ont été mises en place. On a des petits soucis de connexion, désolé. Ouais. Vas-y, continue. On parlait des mesures sanitaires qui étaient mises en place. Tu m'entends? Tout à fait. Et donc, en fait, Cuba a décidé d'interdire toute autre espèce d'abeille, l'introduction de nouvelles espèces. Et donc, il n'y a pas eu d'abeilles africanisées qui est arrivée à Cuba, par exemple, qui a touché d'autres pays de l'Amérique latine. Donc, désolé pour cette petite coupure. Donc, c'était reprendre sur qu'est-ce qui était mis en place en fait au niveau étatique pour assurer la durabilité de l'apiculture. Oui, alors du coup, au niveau de l'État cubain, en fait, sur la durabilité de l'apiculture, comme je le mentionnais, ils ont créé un centre de recherche apicole qui joue un rôle assez important dans l'apiculture. Donc, ils ont, depuis 1960, interdit l'introduction de nouvelles espèces d'abeilles. Donc, pour éviter toute contamination de l'extérieur. Et donc, cette interdiction est strictement appliquée à la lettre, puisque tous les apiculteurs, dès qu'ils ont 5 ruches, ils font tous partie d'un registre enregistré de l'État. Et donc, ils font tous partie d'une coopérative ou d'un groupement, ce qui permet, il n'y a pas d'activité apicole hors ce système étatique. Donc, tout est regroupé et donc les mesures sont nationales, appliquées constamment. Donc, le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, ils ont un rôle assez important dans la préservation de l'environnement, puisque ils mènent des projets internationaux, notamment avec les Nations Unies, dans divers domaines, notamment sur la restauration des zones côtières, notamment avec le sujet mangrove, ainsi que sur la protection de la forêt, la création de nouveaux systèmes un peu plus agroécologiques. Et donc, tout ça contribue à la protection de l'environnement de l'abeille et donc, in fine, à l'abeille. D'accord. Et donc, du coup, la thématique de cet événement, c'est vraiment coopérer avec les abeilles.
hein, et se relier au vivant. Et donc, en quoi finalement toutes les actions qui sont menées par l'État vers l'apiculteur, vers les apicultrices, concourent à ce respect de l'abeille. En tout cas, tu parlais justement sur l'aspect économique, c'était vraiment un apport économique très important. Et du coup, quelles sont vraiment les actions précises et concrètes qui sont menées pour vraiment être dans ce respect de l'abeille? Parce que tu vas parler probablement d'élevage sélection aussi. Oui. Du coup, comment ça s'inscrit, ce respect de l'abeille dans son environnement? Tu parlais de l'environnement qui était protégé, mais comment les deux, environnement et abeilles, sont pris en compte finalement dans la durabilité et dans le respect? Alors, en fait, comment dire, à Cuba, donc ils ont, comment dire, l'abeille fait partie d'un environnement, en fait. Ils n'ont pas spécifiquement des programmes de conservation de l'abeille, mais en tout cas, rien n'est laissé au hasard. Il faut savoir que l'apiculture a quand même montré, enfin, comment dire, le gouvernement révolutionnaire des années 60 a montré un intérêt fort pour l'apiculture et sa structuration. Donc Cuba, voilà, il a créé ce centre en 1982 de recherche qui est composé d'une équipe multidisciplinaire à la fois d'agronomes, de microbiologistes, de biologistes, de généticiens, de mathématiciens. Enfin bon, il y a tout un panel d'experts assez conséquent. Et donc l'idée est vraiment de développer la connaissance de l'abeille depuis ces années-là, mettre en œuvre des projets de transfert de technologie, d'accompagnement des apiculteurs vers des pratiques respectueuses de l'abeille, fournir des systèmes de gestion de qualité et notamment des systèmes de contrôle aussi de l'abeille en cas de maladie. Et donc en fait, toute la filière est très bien organisée puisqu'elle est suivie de A à Z, de l'abeille jusqu'au pot de miel. Par exemple, je sais que dernièrement, ils utilisent les outils de cartographie géospatiale pour définir les zones d'implémentation des ruchers, s'assurant qu'il n'y ait pas de polluants, d'autoroutes, d'industries qui pourraient avoir un impact néfaste sur l'abeille. Ils ont aussi un programme de reforestation qui est aussi mené par le même groupement que dépend l'apiculture. Donc en parallèle, ils travaillent aussi sur ces sujets de reforestation, d'amélioration du milieu. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'ils contribuent au bien-être de l'abeille. Puis après, bon, c'est des apiculteurs passionnés qui sont respectueux, voilà. Donc il y a vraiment, on voit qu'il y a des bonnes relations, quoi. Mais ça reste quand même dans un but économique. D'accord. Et donc, j'aimerais revenir sur deux aspects. C'est l'aspect aussi technologie. Tu Mhm. parlais justement de l'utilisation de la cartographie pour pouvoir implanter des ruches dans des zones qui seraient vraiment peut-être utiles à la fois à la pollinisation, mais à la fois aussi à la production. Est-ce que c'est aussi utilisé pour éviter peut-être la concentration de ruches à un même endroit? Notamment, on se rend compte ici en métropole, en France, que dans certaines zones, la concentration excessive de ruches amène un déséquilibre dans l'action des autres pollinisateurs. Est-ce que ces aspects-là sont pris en compte à Cuba, par exemple? Alors, je sais qu'ils utilisent notamment cet outil pour. Enfin, bon, on sait très bien que le rayon de l'abeille est d'environ de 3 km. Donc, ils utilisent vraiment cette cartographie pour, voilà, pour définir le nombre de ruches adéquates à l'environnement. Donc, ils évaluent le potentiel mellifère de la zone, ce qui va leur permettre d'identifier combien de ruches il faut mettre par rucher. Et voilà, ils définissent aussi les emplacements des ruchers en fonction des autres pour éviter justement toute compétition et ainsi maximiser au maximum la production de miel, s'assurer qu'il y ait suffisamment de ressources mellifères pour toutes les abeilles, toutes les ruches. Et tu parlais de respect, en tout cas dans cet événement, on parle de relation à l'abeille, d'éthique. Quand tu parles de respect de l'abeille, où tout est fait pour respecter l'abeille, est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets où l'abeille est respectée alors, j'allais dire dans son exploitation, je ne sais pas si on parle d'exploitation de l'abeille ou est-ce qu'on parle plutôt de coopération dans le sens où on essaye de tenir compte de plusieurs facteurs, des facteurs environnementaux, des facteurs de concentration de ruches. Tu vas peut-être nous parler un petit peu de sélection, en tout cas
Tu me disais dans la préparation de cet entretien que les rennes étaient aussi fournies aux apiculteurs. Et puis, il y a toute la gestion de varroa aussi. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces aspects-là, en tout cas, toi qui es aussi dans le milieu apicole technique? Donc, on peut parler un petit peu de ces approches un peu plus précises de l'apiculture concrète dans les défis auxquels la majorité des apicultrices et apiculteurs sont confrontés. Oui, tout à fait. Alors, bon, déjà, dernièrement, l'entreprise étatique Apicuba a commencé à produire du miel certifié en agriculture biologique, certifié par EcoCert notamment. Donc, il y a pratiquement 2000 tonnes de miel bio sur les 10 000 annuels qui sont, voilà, donc, qui montrent un peu l'intérêt d'aller vers des pratiques encore plus respectueuses. J'ai pu visiter notamment un des ruchers dans un parc national qui faisait ce miel biologique. Donc, il y a vraiment, voilà, tout est respecté. Hein, donc, des ruches non traitées, non peintes, etc. Et après, sur les aspects un peu plus génétiques, donc en effet, il y a, bon, comme tout est organisé, la filière est toute organisée, il y a donc 83 centres d'élevage dans tout le pays. Et donc, dans ces élevages de rennes, il y a, on va dire, c'est obligatoire la vente. Comment dire? Il est obligatoire de changer de reine tous les ans, et ceci dans un but d'assurer une production constante et d'avoir les mêmes traits génétiques pour toutes les ruches. Donc, il y a des centres qui produisent des rennes par province, et ces centres vendent aux apiculteurs les rennes autour de $3 la reine. Et donc ça a été, voilà, ça fait partie en fait d'un programme. En fait, ils ont découvert le varroa en 1996 à Cuba, malgré qu'il y avait une interdiction d'importation d'abeilles et de rennes. Il y a eu une introduction de l'acarien. Et donc, dès la découverte de cet acarien, Cuba a mis en place un programme de sélection génétique qui visait justement à lutter naturellement contre l'acarien. Donc, en fait, ils ont adopté 3 mesures qui visaient notamment à éliminer les ruches, les rennes qui produisaient, qui étaient comment dire, faibles, qui présentaient des soucis de maladies. Et puis ils ont commencé à faire de la sélection et d'élever des rennes qui étaient naturellement plus fortes contre le varroa, qui arrivaient à se défendre elles-mêmes. Et ils ont aussi pris la décision de n'appliquer aucun traitement ni produit chimique pour justement lutter contre le varroa. Et donc, ce qui leur a permis depuis plus de 20 ans, donc ils ont fait ce programme sur 20 ans. Aujourd'hui, ils ont des abeilles qui sont naturellement résistantes au varroa, on va dire, ou en tout cas, elles sont à 80%. Elles s'auto-nettoient, elles arrivent à lutter contre le varroa elles-mêmes, sans produits chimiques. Et donc, ces traits de caractère sont... en fait, c'est de la sélection, c'est un programme qui a été fait par province pour que chaque province qui est notablement différente à Cuba, il y a des zones montagneuses, il y a des zones de plaine, il y a des zones de mangroves. Ben voilà, le programme fait que ils ont créé des souches dans ces différentes provinces qui correspondent aux caractéristiques de la zone. Mais voilà, les traits principaux qu'ils recherchaient, c'était la lutte entre guillemets naturelle par les abeilles des acariens, type varroa, et des maladies autres, hein, et la forte productivité. Donc, ils ont quand même cet aspect-là. D'accord. Et est-ce que tu sais s'ils ont des taux de mortalité importants ou pas? Parce que souvent, on parle de varroa comme étant la cause des pertes, notamment hivernales chez nous. Oui. On se rend compte que c'est plutôt l'ensemble des virus. En tout cas, il y a une vingtaine de virus qui ont été identifiés chez l'abeille. Donc, c'est souvent certains virus qui sont en cause, en fait, dans le fait qu'il y a des mortalités. Est-ce qu'il y a aussi un ensemble de pathologies virales qui sont présentes à Cuba aussi, ou pas du tout? Du fait de l'absence de varroa, en tout cas d'une régulation de varroa par l'abeille? Alors, je ne sais pas trop, mais je sais que ils ont eu pas mal de pertes au début, dans les années 96,
où là, quand ils ont découvert la présence de varroa. Aujourd'hui, il y a tout un protocole qui est mis en place. Dès qu'il y a une ruche qui présente des signes d'une maladie, etc., les services vétérinaires sont tout de suite avertis. Il y a un vétérinaire qui se déplace sur le lieu, qui évalue la ruche, qui définit, qui identifie la problématique s'il s'agit d'une maladie, etc. Et puis en cas d'une maladie X, ils vont détruire la ruche. Grosso modo, ils vont la retirer pour justement éviter toute contamination avec d'autres ruches. Et donc voilà, tout est bien en fait encadré. Et comme les apiculteurs font tous partie de ce système, eh bien l'information circule plutôt facilement. Mais je ne sais, j'ai pas eu l'occasion de discuter avec eux sur le type de maladie qu'ils avaient, mais en tout cas, ça fait aussi partie du programme de sélection. C'est le programme de sélection était aussi sur ce type de maladie, quoi, la résistance de ces abeilles aux maladies. D'accord. Il y a des études qui montrent que les abeilles retirent elles-mêmes le couvain malade, s'il y a pour la loque par exemple, et donc automatiquement elles nettoient leur ruche elles-mêmes. Oui, bah oui, on connaît tous ces comportements qu'on appelle VSH ou SMR, hein, qui permettent justement de pouvoir voilà, détecter des colonies qui sont en capacité de pouvoir voilà, des operculer, voilà, retirer les larves éventuellement malades, empêcher le cycle de reproduction du varroa. Et pour revenir à la sélection, en fait, puisqu'apparemment c'est la sélection et le renouvellement des reines annuelles qui permet de maintenir finalement cette dynamique de production et en même temps cet état de santé. Est-ce que cette sélection, elle va jusqu'à l'insémination instrumentale ou est-ce elle utilise quand même des méthodes, on va dire plutôt de sélection massale ou est-ce qu'elle est vraiment très intrusive malgré tout? Oui. D'accord. Bah, a priori, sur le terrain, dans les provinces, les centres de production de rennes sont en fécondation naturelle. Il n'y a pas d'insémination artificielle qui est réalisée sur le terrain. Par contre, au centre de recherche qui est basé à La Havane, là, ils ont les équipements d'insémination artificielle. Ils ont un rucher d'expérimentation aussi sur place. Donc, je pense que l'insémination, en fait, ils doivent produire des souches à La Havane qui sont après un peu redistribuées. Mais en tout cas, sur le terrain, les éleveurs de rennes sont comment dire, la manière la plus naturelle possible, quoi. Ouais, ouais. Et donc, toi, tu es fils d'apiculteur et d'apicultrice, hein, puisque tes parents t'ont baigné dans l'apiculture depuis 40 ans. Quel est le regard que tu portes sur l'apiculture que tu as connue, on va dire, en France, hein, puisque au-delà de ce quotidien avec tes parents et de la connaissance de l'apiculture en France, notamment avec les différents défis, quel regard tu portes sur l'avenir de l'apiculture à Cuba, qui est quand même étatisé, qui est dans un fonctionnement complètement différent du nôtre? Voilà, quel est le regard que tu portes en tant qu'apiculteur et finalement en tant qu'ingénieur de l'environnement au sens large? Ouais, comment tu vois ça en termes de développement, de respect de l'abeille, d'éthique, de conservation de la nature? Comment cette vision en fait que tu as eue à Cuba te permet peut-être de considérer peut-être qu'est-ce qu'il y a plus de respect dans une approche finalement de contrôle étatique, ou est-ce que finalement l'approche un petit peu de chez nous qui a du mal à se structurer sur le plan collectif, avec cette différence entre les apiculteurs qui vivent économiquement de leur activité et ceux qui n'en vivent pas. Quel est ton regard un petit peu a posteriori sur ces deux approches? D'accord, oui. Oui, tout à fait. Alors bon, peut-être rappeler que en fait, j'ai eu la chance à Cuba de suivre un projet qui visait notamment l'amélioration de. Enfin, j'ai suivi un projet à Cuba qui avait un focus de reforestation et d'amélioration de la production de miel dans 2 zones. Donc, c'était un projet qui visait à reforester des zones dégradées avec des plantes mellifères spécifiques et à la fois développer des nouvelles lignes de production sur le pollen, sur des cosmétiques issus de produits de la ruche. Donc, en fait, cette première expérience me montre que
en fait, que Cuba souhaite continuer à poursuivre le développement de cette activité, mais en essayant aussi de diversifier les produits, sachant qu'ils ont à Cuba une pharmacologie très importante, où beaucoup de produits, en fait, de médicaments sont issus de plantes cubaines directement, ainsi que de produits de la ruche. Donc il y a aussi un avenir dans les aspects de soins aux personnes qui sont assez importants. Bon, après, sur le développement en tant que tel, Cuba, aujourd'hui, il traverse une crise un peu compliquée, une crise économique très forte, qui force malheureusement beaucoup de Cubains à quitter leur pays. Il y a des besoins énormes dans tous les domaines. Donc, on peut, bien sûr, l'embargo américain a sa part de responsabilité dans cette difficulté de développement. Néanmoins, je pense que, comment dire, l'apiculture a encore du potentiel. Elle va pouvoir continuer à se développer. Il est soumis malheureusement à ces difficultés financières puisque d'une certaine manière, les apiculteurs, s'ils ont peu de moyens, ils vont avoir du mal à pouvoir accompagner au mieux cette filière. Comment dire, les tempêtes, le changement climatique va aussi impacter la filière. Voilà, donc il y a quand même des défis assez importants, mais plus général au pays. Le secteur apicole est quand même un des secteurs du ministère de l'Agriculture qui est plutôt sur une bonne lancée, qui a des bons chiffres, on voit qu'il y a une belle organisation. Le fait que ça soit centralisé, bon, ça peut nous paraître un peu bizarre pour nous, mais parce que c'est un autre système un peu plus basé sur le communisme, socialisme. En fait, ça permet d'avoir des décisions communes à toutes les régions. Tout le monde suit les mêmes règles, et ce qui fait que ça a un peu permis de relever l'activité en tant que telle. Donc je pense qu'il y a des défis. Ils vont faire face à des défis, ça c'est sûr. Mais je pense pas que. Je pense que ça va être une des activités qui va justement pouvoir perdurer comparé à d'autres qui sont un peu plus complexes, quoi. Et ton regard sur justement l'apiculture française et l'apiculture de Cuba, en tout cas, si pour conclure peut-être ce dossier Cuba avant de passer au dossier Mexique. Je pense qu'il y a des leçons qu'on peut apprendre, notamment sur la décision de ne pas traiter contre le varroa, de plutôt se focaliser sur la science, sur la recherche, sur la sélection génétique. Donc ça, c'était un premier sujet. Et après aussi la protection environnementale dans son ensemble, avec des projets de conservation de la nature, d'amélioration des forêts, de développement de systèmes agroforestiers intelligents qui permettent à la fois faire de l'élevage, de la production alimentaire, de l'apiculture. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être assez intéressantes, et notamment le fait que Cuba, malgré qu'il ait peu de moyens en fait financiers, il arrive quand même à faire des chiffres de production assez élevés. Alors bien sûr, c'est pas le même climat, puisqu'à Cuba ils ont pratiquement que 2 mois de pluie où là ils peuvent rien faire, mais pendant 10 mois ils peuvent produire, ils peuvent avoir cette activité. Donc bon, il y a des choses quand même, des leçons qu'on peut tirer de ces systèmes un peu plus centralisés. D'accord. Merci déjà pour ce premier voyage qui a été fait à Cuba, et merci pour toute l'expérience que tu nous transmets. Et puis tu as aussi eu ce qui m'a intéressé aussi, c'est une autre forme d'apiculture, puisqu'on parle de l'abeille dite domestique. Donc, mais il y a plein de sous-espèces et d'espèces d'abeilles qui participent à la pollinisation. Et tu as eu aussi une expérience intéressante au Mexique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du contexte qui t'a amené finalement à côtoyer les abeilles mélipones, des abeilles standards? Moi, je les connais plus au Brésil, puisque je les ai côtoyées au Brésil. Toi, tu les as côtoyées dans le Yucatan au Mexique. Qu'est-ce qui t'a amené finalement au Mexique, et qu'est-ce qui distingue ces abeilles des abeilles européennes, notamment pour ceux qui ne connaissent pas cette abeille mélipone? Est-ce qu'on peut faire juste une petite pause, Vincent, puisque là, je suis sous la pluie? Rebonjour Orion. Donc,
voilà, donc on parlait du Mexique. Hein, tu as eu Oui, aussi tout à fait. une expérience au Mexique avec des abeilles standards qu'on appelle les abeilles mélipones. Mhm. Et donc, qu'est-ce qui t'a amené finalement à côtoyer ces abeilles, le contexte qui t'a permis finalement de découvrir cet univers? Oui, tout à fait. Alors en fait, dans le cadre de mon master à l'université d'Oslo, qui était voilà, un master centré sur les liens entre la culture, l'environnement et le développement, je me suis penché sur la question de la sauvegarde des mélipones que je trouvais particulièrement adaptée et intéressante comme sujet, puisque voilà. Donc en 2016, je suis parti faire une recherche dans la péninsule du Yucatan, où j'ai voulu un peu explorer les liens sur les liens qui existent entre les aspects culturels, environnementaux, économiques et durables de l'élevage d'abeilles standards. Et donc, je me suis notamment, voilà, j'ai un peu cherché à savoir euh, comment les pratiques de la méliponiculture, donc qui est l'apiculture des abeilles mélipones, ont changé avec le temps. Quels facteurs ont influencé ces changements? Et puis après, j'ai essayé voilà, un peu de connaître un peu mieux comment il y a eu ce regain d'intérêt pour les abeilles sans dard et la conservation de celles-ci. Et puis, j'ai essayé aussi d'explorer comment cette activité pouvait permettre, sur le long terme, de créer des nouvelles activités économiques, touristiques, etc. Et donc, Mmh. voilà, j'ai mené un nombre d'interviews sur le terrain avec des chercheurs, des apiculteurs, des méliponiculteurs, des responsables de communauté. Donc voilà, je me suis un peu baladé dans tout le Yucatan pour voilà, essayer un peu de comprendre cette activité. Mmh. Voilà. Et qu'est-ce que pour nos auditeurs et auditrices qui ne Oui. connaissent pas cette abeille mélipone, qu'est-ce qui la caractérise, pardon, sur le plan à la fois biologique, social? Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments Bien sûr. caractéristiques de cette abeille? Oui. Donc en fait, les abeilles mélipones sont, enfin, il y a tout un certain nombre d'espèces d'abeilles natives, voilà, qui sont en fait, c'est des abeilles qui sont natives aux tropiques, puisque elles se sont répandues avant la séparation des continents. Et donc c'est des abeilles qui sont présentes dans tout autour de l'équateur, autant du Mexique, du Brésil, jusque dans le bassin du Congo et notamment aussi en Asie. Et donc ces abeilles sont des abeilles qui ne piquent pas puisqu'elles n'ont pas de dard. Et donc elles ont d'autres manières pour se défendre, notamment en mordant ou voilà, en étant un peu, un peu agaçante, notamment dans les yeux, les oreilles. Mais voilà, donc c'est des abeilles qui ont un rôle particulier dans l'environnement puisqu'elles sont adaptées à un certain nombre de plantes. D'accord. Et donc leur existence se fait aussi comme les abeilles mellifera, c'est-à-dire dans des microcolonies. Elles sont dans des cavités, dans des ruches, dans des troncs d'arbres. C'est quoi leur habitat naturel et comment elles Mhm. fonctionnent globalement et quel est l'intérêt finalement de cette abeille-là? On parle souvent qu'elle existait de l'époque de la culture maya. Mhm, Donc, mhm. donc, on parle de coopération dans cet événement. Donc, on parle de coopération historique aussi entre les Mayas et ce type d'abeilles. Est-ce que tu peux nous en Mhm. parler un petit peu Oui, bien sûr. de ce lien en fait historique? Bien sûr. Donc, il existe plein de types différents d'abeilles sans dard, mais la plus connue est la Melipona bichi, qui est une petite abeille avec les yeux bleus assez jolie, qui vit dans des troncs d'arbres et donc qui a la particularité de faire ses nids en pyramide vers le haut et qui stocke son miel et son pollen dans des petits pots. Et c'est très joli à voir. Et après, il y en a d'autres qui sont un peu plus sous terre. Il y a des abeilles qui habitent dans la terre. Mais voilà, donc la principale, en tout cas, qui a eu une importance très forte dans la culture maya, c'est donc la Melipona bichi. On a retrouvé des vestiges, notamment de la pratique de cette domestication de l'abeille sandar Melipona bichi en 1400 avant Jésus-Christ. Et donc, ils ont notamment retrouvé plus de 250 vestiges de ruches de Melipona. Et il est comment dire,
il y a des évidences archéologiques aussi que l'abeille jouait un rôle important dans la culture maya ancestrale. Il est estimé que les pyramides mayas sont en fait inspirées des nids d'abeilles de cette Mélipona en pyramide. Et donc, il y a toute une certaine croyance, notamment liée à ces abeilles, avec voilà, que les abeilles Mélipona étaient des dieux, considérés comme des dieux par les Mayas. Et donc, il y a eu tout un certain nombre de cérémonies et de croyances qui ont été développées autour de ces abeilles. Et donc, en fait, comment dire, les Mayas en fait, célébraient 2 festivités principales autour de l'abeille, notamment pour demander aux dieux des floraisons abondantes, une première cérémonie avant la saison, et une deuxième cérémonie à la fin de la saison, avec notamment demandant une récolte abondante de miel. Donc le miel de ces mélipones a notamment permis de créer une boisson qui s'appelle le balché, qui est en fait une boisson sacrée qui est utilisée dans toutes ces cérémonies. Et en fait, les méliponiculteurs, en tout cas les Mayas, devaient boire cette boisson pour créer une sorte de pacte de paix et d'harmonie avec les dieux de l'apiculture. L'apiculture et aussi la méliponiculture est aussi comment dire, dépend aussi du cycle. Dans les croyances, en tout cas maya, dépend du cycle lunaire. Donc il y a tout un certain nombre d'activités qui sont réalisées en fonction de l'état de la lune. Par exemple, les divisions de ruches de colonies sont faites lors de la pleine lune. Voilà, parce qu'il est estimé que le couvain va grandir à la suite de la pleine lune. Voilà. Alors, comment dire? Donc ça, c'est dans la partie un peu plus historique, quoi. Mais bon, après, la pratique aujourd'hui est un peu différente, mais peut-être qu'on pourra en discuter un peu après. Ouais. Bah, est-ce que les communautés actuelles, en fait, sont encore en lien avec ces pratiques et quel lien, finalement, elles entretiennent maintenant avec les abeilles mélipones? Tout à fait. Alors, j'ai notamment pu avoir différents points de vue, on va dire, à travers les différentes interviews que j'ai menées. Donc, il y a une sorte d'évolution un peu du point de vue sur ces croyances et pratiques. En fait, d'un côté, on constate qu'il y a ces croyances évoluent. Tout ce qui est un peu plus, ce qui est un peu plus, comment dire, il y a des cérémonies qui sont plus pratiquées aujourd'hui. Il y a eu une perte un peu de cette culture maya, mais néanmoins, il y en a encore qui évaluent l'importance de ces cérémonies. Donc, en gros, si tu veux, il y a eu une certaine évolution, notamment sur le type de ruches, en fait. Traditionnellement, c'est des ruches qui sont élevées dans des troncs. Enfin, c'est des abeilles, pardon, qui sont élevées dans des troncs. Aujourd'hui, ils ont fait des mini-ruches un peu en forme de nucléi carrés qui permettent un meilleur travail avec l'abeille. Donc, il y a des choses qui ont changé un peu. Mais par contre, les croyances, elles sont toujours un peu là. Il y en a qui pratiquent vraiment un peu plus en lien avec... et il y en a d'autres qui, en fait, en font plus une activité économique. Donc, il y a un peu ce double aspect de perte de culture, ou en tout cas d'évolution de la culture. Parce que pour moi, la culture n'est pas figée dans le temps. Je pense qu'elle doit être amenée à évoluer en fonction des temps. C'est pas quelque chose qui est figé dans le temps. Voilà. Après, il y a d'autres aspects importants de la méliponiculture, notamment sur les propriétés curatives qu'aurait le miel de mélipone, puisqu'il est traité dans beaucoup de cas pour des cas de cataracte, pour soigner les problèmes des yeux, et tout un certain nombre d'autres utilisations, notamment il est utilisé lors des accouchements. Donc il y a vraiment une importance des produits pour la culture maya et pour les Mayas eux-mêmes. Et en quoi cette apiculture mélipone, elle contribue au développement durable et à la préservation finalement de la biodiversité, alors peut-être dans les régions où tu as séjourné, mais plus globalement, est-ce que cette pratique, elle est vraiment importante à la fois culturellement, mais économiquement, mais pour la biodiversité, tu parlais des rapports avec les plantes.
Oui. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce lien entre voilà, l'abeille mélipone au sens large et puis la biodiversité? Tout à fait. Alors en fait, comme ces abeilles mélipones standards sont natives un peu de leur environnement, elles ont joué un rôle considérable dans la structuration des forêts qu'on connaît dans les tropiques, puisque certaines plantes, certaines fleurs ont besoin, enfin, ont besoin de la pollinisation de mélipones pour voilà, pouvoir faire des graines. Donc il y a tout un certain tas de plantes. Alors j'ai plus en tête maintenant les plantes, mais en tout cas il y a des arbres qui dépendent vraiment de ces abeilles-là. On a aussi constaté, enfin en tout cas on m'a dit sur le terrain que il y a eu un impact assez fort du développement de l'abeille africanisée à Cuba, pardon, au Mexique. Et en fait, les abeilles africanisées, elles étaient assez malines, elles arrivaient à mordiller la base de la fleur pour récupérer le nectar, mais elles ne jouaient pas du tout leur rôle de pollinisation. Et en fait, les abeilles mélipones derrière venaient et pouvaient permettre de faire cette pollinisation. Donc il y a un risque en fait réel de perte de certaines espèces de plantes et d'arbres si ces abeilles venaient à disparaître. Voilà. Sachant que cette abeille est présente depuis plus de 80 millions d'années, quoi. C'est pas. Et cette abeille, elle fait face à des défis actuellement? Est-ce qu'on a les mêmes défis de déforestation, de dégradation de l'environnement, de pesticides? Voilà, quels sont les défis auxquels elle est confrontée, l'abeille mélipone? Alors au Mexique, c'est toute une autre situation comparée à d'autres pays. Hein. Le Mexique a eu, comment dire, a développé massivement des monocultures. Donc une des plus grosses menaces est donc la perte de forêts, d'espaces naturels, mais aussi l'urbanisation intensive. Dans le cas précis où j'étais, dans la péninsule du Yucatan, c'est une zone très prisée pour le tourisme. Donc, les hôtels de luxe immenses sont en pleine croissance, développement énorme. Donc, on coupe toutes les mangroves, on coupe toutes les forêts, etc. pour mettre des hôtels. Donc ça joue, malheureusement, ça détruit un peu le milieu environnemental. Donc, il y a cette première menace sur la perte d'habitat. Et la deuxième menace, bon, un peu importante, c'est voilà, donc ce changement de pratique vers des pratiques d'agriculture intensive avec beaucoup d'intrants. Le milpa qui était voilà, le système de production agricole de l'époque avec cette mixité de plantes qui dépendent l'une de l'autre, bah voilà, c'est vu un peu disparaître. Et donc, en fait, et il y a eu aussi le développement massif de l'apiculture enfin, mellifera, on va dire, Apis mellifera, qui elle a. En fait, comme il n'y avait pas de distinction entre le miel de mélipone et le miel d'Apis mellifera, bah, au final, les apiculteurs, bah, ils se sont dit, bah, on va plutôt faire de l'Apis mellifera puisque ça produit énormément, tandis que les mélipones, ça produit 1 ou 2 litres, 3-4 litres, admettons, par an. Donc bon, ils n'ont pas vu l'intérêt de continuer ces pratiques. Voilà. Donc après, il y a d'autres prédateurs aussi naturels aux mélipones, comme une fourmi qui peut tout ravager en 2 secondes, une petite mouche aussi qui pond dans les larves, enfin dans les pots et qui un peu répand ses larves dans les différentes colonies. Bon, après ça, c'est des choses qui sont assez facilement maîtrisables avec des moyens tout très simples de lutte. Voilà. Et bon, l'abeille africanisée aussi qui joue malheureusement un rôle néfaste, quoi. D'accord. Et est-ce qu'il y a des mesures qui sont mises en place ou des projets que tu connaîtrais qui visent à préserver justement cette abeille mélipone, son environnement? Et Oui. voilà, tu parlais tout à l'heure d'apitourisme. Je ne sais pas si l'apitourisme s'inscrit aussi dans des actions de préservation à la fois de la culture et à la fois de la biologie de cette abeille. Bien sûr. Alors, il y a eu, à ma connaissance, donc lors de mes recherches, j'ai eu la chance de visiter une communauté maya reculée, mais bon, malheureusement, le défi de beaucoup de ces méliponiculteurs, c'est qu'ils restent dans des zones reculées, difficiles d'accès, où les touristes ne vont pas spécialement. Néanmoins, dans les zones un peu plus proches des villes, il y a des initiatives qui se développent. J'ai notamment pu aller dans un parc apicole où, en gros,
C'était un jeune apiculteur qui voulait un peu partager sa connaissance et cette richesse au monde. Donc eux, ils ont créé une sorte de sanctuaire avec différents types d'espèces d'abeilles. Et tu peux y séjourner, tu peux profiter des produits de la ruche, tu peux apprendre sur les propriétés curatives de ces produits. Enfin voilà, il y a toute une sensibilisation à ces abeilles qui est développée, et notamment aussi pour un peu pousser les gens à repenser les liens qu'ils ont avec la nature et tous les éléments qui la composent, quoi. D'accord. Et voilà, on arrive petit à petit à la fin de cette entrevue. Est-ce que tu aurais, je sais pas, une conclusion à apporter, notamment issue de ton expérience, issue de ce regard que tu as porté finalement sur différentes formes d'apiculture, que ce soit l'apiculture que tu as connue à l'Île-Dieu pendant des années, celle que tu as découverte dans tes voyages, plus particulièrement à Cuba et au Mexique aussi avec une autre espèce d'abeille. Voilà, qu'est-ce que tu pourrais nous dire en guise de conclusion? Eh bien, écoute, je dirais que qu'on peut se rendre compte que c'est quand même complexe les aspects de développement durable et de protection environnementale, puisqu'il y a plein de choses qui se mettent en place, hein, notamment le développement économique, le développement social, etc. Mais bon, selon moi, il est important de repenser un peu les liens qu'on a avec le vivant. Moi, je suis plutôt en faveur de développer, de promouvoir des types d'agriculture raisonnée, améliorer la production alimentaire, faire des aliments sains et durables, puisqu'au final, tous ces types d'agriculture, de protection environnementale vont permettre d'améliorer l'environnement, d'améliorer tout l'espace des abeilles. Alors après, dans les différentes expériences que j'ai pu avoir à Cuba, bon bah là, ces difficultés ils font face à, enfin, les apiculteurs vont faire face à des difficultés assez majeures en termes des effets du changement climatique qu'ils vont avoir sur leur filière, puisque ça, je pense que ça va être un des plus gros défis qu'on va avoir, et comme on ne maîtrise pas tout à fait toutes ces catastrophes naturelles, en fait, on ne sait pas exactement tout le temps quand est-ce que ça va tomber et quels impacts ils vont avoir. Mais bon, on peut déjà noter des effets néfastes de ce changement climatique. On n'en a pas trop parlé, mais par exemple, le frelon asiatique qui se répand un peu partout, qui s'adapte à des nouveaux milieux, qui peut aussi causer des nouveaux challenges aux abeilles. Ça fait partie aussi des effets du changement climatique, tout ce qui est espèces invasives. Et donc, je pense que y a un défi qu'il va falloir qu'on relève, de comment on arrive à mieux protéger notre environnement, mieux travailler avec l'abeille, mieux collaborer et apprendre d'elle, puisqu'au final, c'est un insecte très intelligent qui saura peut-être mieux s'adapter que nous, puisqu'ils sont là depuis une centaine de millions d'années. Donc, peut-être qu'en fait, c'est nous qui disparaîtrons et l'abeille continuera à se prospérer sans nous, hein, au final. Bon, mais bon, je reste positif. Je suis sûr que l'intelligence humaine on peut peut-être aller vers des moyens un peu plus intelligents de travailler avec nos ressources naturelles. Ouais. Très bien. Sur ce mot de la fin, je te remercie très chaleureusement du temps que tu m'as consacré pour cette entrevue. Merci pour ce partage d'expérience avec l'apiculture de Cuba, l'apiculture mélipone. Avec plaisir. Et puis j'imagine que tu vas partir vers d'autres projets, vers d'autres aventures. Et puis, si tu es disponible au moment de l'événement pour faire un live et participer, apporter ton expérience et partager justement à travers de nos auditeurs, auditrices qui auraient envie de poser des questions, tu es le bienvenu à ces lives qui auront lieu. D'accord, super. Voilà, et puis salut tes parents de tes parents. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci. À très bientôt, Vincent, et